Mairie de Nuit-sur-Marne, bonjour. Chères Nocéennes, chers Nocéens, la ville de Neuilly-sur-Marne nous rapproche, nous ressemble et nous rassemble. 2022 nous quitte, c'est l'occasion de remonter quelques instants le fil de l'année. Comme vous le savez, elle n'avait pas très bien commencé avec l'organisation d'une nouvelle élection municipale, mais grâce à vous, l'histoire s'est très bien terminée puisque vous nous avez très largement témoigné votre confiance. Après ces quelques mois d'arrêt, nous avons dû relancer la machine municipale, rattraper le temps perdu et engager les projets de l'année, et ils étaient nombreux. La création d'un nouveau marché sur le quartier de Maison Blanche et l'ouverture de nouveaux magasins, la création d'une brigade moto à la police municipale, l'inauguration d'un nouveau terrain de basket au parc des 33 hectares, l'inauguration du camping municipal Les Rives de Paris, d'ici quelques semaines l'ouverture de l'école maternelle L'Odyssée et de la nouvelle crèche Le Fil d'Ariane qui se trouve juste derrière moi, parmi tant d'autres choses, les projets structurants pour notre ville n'ont pas manqué. En parallèle, et parce que nous avons tous tant besoin de vivre, nous avons également organisé des temps forts avec des événements pour rythmer la vie municipale tels que la chasse aux œufs, la fête médiévale de la Saint-Jean, le festival Neuilly l'été, la fête des bords de Marne, Halloween sur les marchés de plein vent, les festivités de Noël notamment avec la fête foraine, autant de belles journées et de soirées pour nous retrouver tous ensemble. À l'image de votre foyer, la ville de Neuilly-sur-Marne est confrontée à l'augmentation insensée des prix de l'énergie. En 2023, notre facture va augmenter de 8 à 10 millions d'euros. Nous avons travaillé avec les services, les conseils de quartier, les associations pour réduire ensemble nos dépenses. C'est un exercice d'équilibriste que nous poursuivrons. Vous le savez, l'équipe municipale est unie autour d'un projet local, faire de Neuilly-sur-Marne une ville toujours plus sûre, toujours plus verte et dynamique. En 2023, nous continuerons le travail de fond engagé déjà depuis 2020 pour redynamiser nos cœurs de ville, préserver et enrichir notre patrimoine vert, développer le rayonnement de Neuilly-sur-Marne. C'est grâce à l'implication et au professionnalisme des agents de la ville et du CCAS que nous pouvons nous atteler à la réalisation de ce grand projet de ville. Merci à chacun d'entre eux.
Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Très bonne année 2023. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette projection de la vidéo des vœux. Je commence ce conseil municipal du 19 janvier, le premier de l'année 2023, par vous adresser à nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte le meilleur et surtout la santé, la réussite, le bonheur, la joie pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Nous commençons ce conseil municipal par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Madame Cissé. Monsieur Denis. Madame Gendard. Monsieur Morera. Madame Amar. Monsieur Bonnet-Meyer. Présent. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Présent. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronellas. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pilon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Madame Ancanca. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Retardé. Très bien, j'ouvre cette séance. La nomination d'un secrétaire de séance, en l'occurrence une secrétaire de séance, si vous le voulez bien, Madame la Première Adjointe. Merci Madame la Première Adjointe. L'approbation des procès-verbaux des séances des 1er et 9 décembre dernier. Je soumets ces PV à vote. Y a-t-il des observations ? Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous vous avons adressé un mail avec des remarques, je ne sais pas si vous les avez prises, justement sur ce procès-verbal. On l'a envoyé le 16 janvier à Madame Courtois Sabrina et cabinet du maire. Alors dites-moi. Alors, dans le dernier procès-verbal, le point 7 ne reflète pas du tout la réponse qui a été faite par le groupe Neuilly Uni. Par conséquent, nous vous demandons d'intégrer notre intervention lors du conseil municipal du 9 décembre au sein du procès-verbal. Nous vous avons adressé le texte intégral. Oui, alors là-dessus, oui, on a bien reçu le texte. Moi, on m'a communiqué. Alors, j'ai pas vu le texte, mais effectivement, ça a été communiqué. Je rappelle, le règlement intérieur du conseil municipal dispose très clairement que le compte rendu doit être synthétique et en principe sans retracer les débats. Donc, on a résumé, synthétisé les choses de manière à ce que ça soit dessus, que ce soit diffusé. Donc après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous abstenir ou ne pas l'approuver. Très bien. Par ailleurs, nous souhaitons que vous mentionniez que M. Ben Saïd, démissionnaire du Martin Pêcheur, a été obligé de quitter la salle malgré vous avoir présenté sa lettre de démission, puisque les services de la mairie avaient exigé un procès-verbal du conseil d'administration de l'association et on vous l'avait du coup adressé en pièce jointe de ce mail. Également. Non, alors je prends note de ce que vous dites, mais ça ne sera pas intégré de cette manière-là, puisque M. Ben Saïd a remis un document en séance qui n'a pas du tout été retracé ni pris en compte par l'association IDE. Donc en tout cas, nous n'avons pas de PV, on n'a rien. C'est une démission, c'est pas moi qu'il fallait l'adresser, c'est au président de l'association. Ça a été adressé au président de l'association, sauf que le jour du conseil municipal, nous n'avions pas les éléments, le procès-verbal de l'Assemblée générale pour vous... aucun élément sur l'envoi quelconque ou sur la remise. Nous voterons contre ce procès-verbal. Très bien, c'est noté. Donc, y a-t-il d'autres abstentions ou des voix contre ? Les PV sont adoptés. Donc, pas de questions diverses. Le premier point sur les informations générales. Je commence par informer l'Assemblée du décès de Monsieur Jean-Pierre Maljean, ancien adjoint au maire de la précédente municipalité,
qui est décédé cette semaine. Nous adressons évidemment toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Ensuite, sur le point d'information suivant, un petit retour sur la tournée inaugurale de janvier dernier, enfin de ce janvier, d'il y a quelques jours, la semaine dernière. Nous avions donc l'honneur et le plaisir d'accueillir le président de la métropole donc Patrick Ollier, ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur Jacques Witkowski, est présent pour notamment la remise officielle du chèque de 500 000 € obtenu suite à notre candidature auprès de la métropole pour l'appel à projet Centre-ville vivant pour la redynamisation commerciale de la commune et du centre ancien. Également pour l'inauguration du poste de police municipale, pour lequel je rappelle que nous avons obtenu 522 000 € de subvention, et l'inauguration du dojo Lionel Grossin avec la présence de cette légende du judo français qui a commencé, il faut le savoir, à Neuilly-sur-Marne, 9e dan, et donc qui a participé au JO de Tokyo en 1964, et il nous a fait l'honneur et le plaisir de sa présence. Je rappelle que la préfecture a subventionné l'équipement à hauteur de 1,2 million d'euros, donc soit 47% de l'enveloppe financière globale. J'informe également le conseil sur les travaux du SIAP, donc l'assainissement et le conseil départemental pour rendre la Marne propre d'ici les JO de 2024. Ce sont les travaux que vous constatez notamment sur Paul et Camille Tomou, sur la place Stalingrad, le square de l'eau et la contralle et Max Dormois, ce qui cause de nombreux désagréments, et notamment pour le tissu commercial de la ville de Neuilly-sur-Marne, que l'on soutient évidemment pleinement. Dès le mois d'avril dernier, donc nous avions écrit au SIAP, enfin nous avions demandé en présence des deux sous-préfets au SIAP et du conseil départemental à ce qu'il y ait une indemnisation financière des commerçants, et le SIAP nous y a fait droit. A fait droit à cette demande en décembre 2022, donc il y a quelques semaines, en nous adressant un courrier juste après Noël pour nous dire qu'ils allaient prendre attache rapidement avec les commerçants pour les indemniser d'une éventuelle perte de chiffre d'affaires. Donc avec également une rencontre qui a eu lieu avec les commerçants pour mettre en place la signalétique, qui a été présenté aux commerçants pour indiquer notamment les parkings, un travail sur les zones bleues de manière à permettre le stationnement, ainsi que travailler sur les sens de circulation, parce que le SIAP et le département veulent passer certaines rues à sens unique ou en impasse, ou en tout cas changer le sens de circulation. Donc nous travaillons dessus. L'ouverture d'un centre de santé en centre-ville, donc avant le grand centre de santé, nous avons identifier un autre espace qui pourrait en accueillir, et pour faire face à la pénurie de professionnels de santé, nous avons souhaité transformer le local anciennement occupé par les services des impôts, place du Chanoine-Héroux, place de l'église, en centre de santé. Donc nous avons opéré une visite avec un certain nombre de professionnels de santé, ce qui s'est très bien passé, et donc ça augure de belles choses à venir sur le centre ancien. Prochain temps fort que je peux annoncer: la nuit de la lecture à la Ludo Médiathèque ce vendredi, la mairie mobile devant le square des Primes Verts samedi de 10h à midi, et le spectacle de Verino, spectacle jouant à guichet fermé pour la première fois depuis un certain nombre de mois, voire d'années, à Marcel Pagnol. Et donc je tiens à remercier l'ensemble des équipes et élus de la culture qui ont travailler dessus. Enfin, dernier point avant de commencer les points inscrits à l'ordre du jour sur la situation de la fibre à Neuilly-sur-Marne. J'ai le plaisir d'annoncer avec Yves Soronellas et Alain Mahé que nous avons travaillé donc en étroite collaboration avec l'ARCEP et XP Fibre, donc le gestionnaire, donc filiale d'SFR, qui est en charge de l'installation de l'infrastructure à Neuilly-sur-Marne. Depuis l'été 2020, je rappelle que nous avons alerté et collecté les nombreux dysfonctionnements majeurs sur notre commune qui perduraient depuis plusieurs années. La situation a été très dégradée, a été prise en compte dans son caractère global, puisque nous avions signalé dès le début qu'il fallait pas mettre un pansement sur une jambe de bois, mais qu'il fallait prendre les choses à la racine. Et donc nous avions raison, puisque la crise de la fibre est systémique, c'est-à-dire que c'est bien toute la chaîne qui est vérolée et qui est extrêmement fragile, puisque construite de manière à ce que les choses ne durent pas dans le temps. Donc tout le monde est impacté, évidemment tout le monde est responsable, l'écosystème des décideurs, les réglementeurs, en tout cas ceux qui sont en charge de la réglementation, les opérateurs, les installateurs, et donc notre action a permis
de mobilisation a permis de faire remonter la ville de Neuilly-sur-Marne comme étant l'une sur lesquelles il fallait intervenir de manière urgente. Nous sommes ciblés parmi les 30 villes de France sur lesquelles l'ARCEP a imposé à XP Fibre de retravailler les choses de manière globale et à la racine. Et donc, il y a un plan d'action qui a été mis en place. Donc, de janvier 2023 à décembre 2024, on se mobilise et XP Fibre nous a annoncé lors d'une réunion avec le directeur général d'XP Fibre que nous étions dans la première fournée, donc dès février 2023. En principe, nous devrions avoir une reprise de l'ensemble de l'infrastructure chez nous avec plusieurs actions. Donc, la réflexion des points de mutualisation, enfin, des armoires, qui ne tiennent que 4 mois après réflexion, compte tenu du fait que toute la chaîne, comme je le disais, est fragile. La prise en compte des sous-dimensionnements et des zones de nouveaux logements qui n'avaient même pas été pris en compte lors du déploiement. Et nous tenons à être informés du planning et XP Fibre, comme les opérateurs, se doivent de mener les les actions d'information préventive également, et en informant les clients des probables coupures, parce qu'il y aura des micro-coupures quand ils interviendront. Les entreprises d'intervention et d'installation veulent mettre enfin en place une forme de labellisation des intervenants, mais pour nous, elle n'est qu'à minima et on le déplore parce que c'est pas vraiment une garantie solide. On souhaiterait vraiment qu'il y ait une garantie de service au final qui soit mise en place, et donc dans ce sens, nous voulons rencontrer les plus hautes autorités en charge, donc le ministère, qui est en charge notamment du développement du numérique. Et donc cela, je rappelle que nous avons fait à faire face à une forme de travail low cost qui est mise en place par certaines entreprises, qui se déchargent de leurs responsabilités, et ce qui a aussi des conséquences sociales, parce que on voit bien que les personnes qui interviennent travaillent dans de mauvaises conditions également pour elles, et en ce jour de mobilisation sociale, on tenait à le souligner. Voilà, en espérant que 2023 soit l'année où on voit enfin voir le terme de toutes les difficultés sur la fibre à Neuilly-sur-Marne. Et voilà pour ces vœux. Je continue en prenant le deuxième point à l'ordre du jour, donc l'avenant à la convention cadre territoriale du NPNRU. Le NPNRU, c'est la rénovation urbaine dans le quartier Valcoto des Fauvettes. Comme je peux le souligner, qui a été rappelé dans la synthèse, le comité d'engagement de l'ANRU a acté le nouveau projet de renouvellement urbain, notamment sur la ville de Neuilly-sur-Marne, par 2 conventions. La convention territoriale qui concerne les 3 villes de Grand Paris Grand Est, donc Neuilly-sur-Marne, Villemomble et Clichy, qui bénéficient du renouvellement urbain, donc de la transformation du quartier. C'est plus de 100 millions d'euros qui sont quand même investis rien qu'à Neuilly-sur-Marne par l'État, la ville et l'ensemble des différents acteurs, et l'ANRU évidemment. Et il y a donc la convention de quartier qui est spécifique à chaque quartier, donc pour Neuilly-sur-Marne, Valcoto, les Fauvettes. La convention cadre pluriannuelle des projets de renouvellement urbain, donc territorial, avait été signée en 2020 par le PT Grand Paris Grand Est avec un certain nombre de dispositifs. Et donc, lors du comité d'engagement de l'ANRU en janvier 2022, GPGE, en tant que porteur de projet, a sollicité auprès de l'ANRU des demandes de modification du projet qui sont citées. Donc, ce sont des modifications techniques, je le précise. Pas toutes les citer parce qu'il y a quand même une dizaine, mais s'il y a des questions, j'y répondrai sans difficulté. Donc c'est la convention globale qui est concernée, donc il faut que ça passe par l'ensemble des conseils municipaux des 3 villes concernées, donc Neuilly-sur-Marne, Villemomble et Clichy. Voilà, je propose à l'Assemblée, s'il y a des questions, d'y répondre. Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 3, Madame Page, la campagne d'identification et de stérilisation des chats errants. Bonsoir à tous. Alors c'est avec un grand plaisir que je soumets à votre délibération l'approbation de la convention qui permettra pour la seconde fois de mener une campagne d'identification et de stérilisation des chats sur le territoire de Neuilly-sur-Marne.
Cette convention a été co-construite en étroite collaboration avec les vétérinaires et les associations de protection animale nocéenne, ce qui a permis de tirer les enseignements de la première édition qui s'est déroulée donc en 2021. Cette année, la campagne se déroulera du 20 janvier, donc dès demain, au 15 mars 2023. Les cliniques vétérinaires participantes sont celles du docteur Pierre Collin, avenue du Général de Gaulle, et celles du docteur Aurélia Martin, qui se situe avenue Paul Vaillant-Couturier. Les chats errants pouvant bénéficier de cette campagne devront être apportés par l'une des associations de protection animale nocéenne, c'est-à-dire l'Animal en Ville, l'École du Chat et l'association Luna. Les vétérinaires procéderont dans la mesure de leur disponibilité aux actes suivants à prix coûtant: l'identification pour 45 €, la stérilisation des chats mâles pour 50 €, et la stérilisation des chats femelles pour 95 €. Ils apposeront également un tatouage de la lettre P dans l'oreille gauche des chats pour faciliter leur suivi par les associations par la suite. La commune s'engage pour sa part à rembourser aux cliniques le coût des interventions pratiquées dans la limite de 1 500 € TTC par clinique vétérinaire participante. Une convention contractualise l'accord conclu entre la ville et les deux cliniques pour garantir les engagements réciproques. Il nous est donc proposé de bien vouloir approuver la convention de partenariat annexée à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci beaucoup pour cette initiative, Madame Page. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Nous trouvons effectivement que c'est une bonne chose que la ville mette en place cette campagne d'identification et de stérilisation des chats errants en lien avec les cabinets vétérinaires de Neuilly-sur-Marne. Cependant, pour affirmer son engagement en faveur de la protection animale et inscrire son action dans le cadre d'une gestion raisonnée, durable et éthique des chats errants, la ville de Neuilly-sur-Marne devrait être plus ambitieuse et conclure un véritable partenariat avec une grande association de protection animale ayant acquis une expérience de terrain. Cela est le cas pour plusieurs de nos villes voisines, Villemomble, Rosny-sous-Bois, Gagny, Fontenay et Montreuil, qui, eux, ont conclu une convention annuelle avec une grande association qui dispose d'une expertise et surtout des moyens humains pour mener à bien cette mission. Cette association intervient dans ces villes pour stériliser et immatriculer les chats errants, et elle mène aussi des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des habitants, en collaboration bien entendu avec les associations locales de terrain. Nous souhaiterions donc que la ville mette en place un véritable partenariat avec une grande association de protection animale via une convention d'objectifs et de moyens. Je vous remercie. C'est noté, Madame Amir. Je rappelle que nous faisons les mêmes actions avec des associations locales. Donc notre choix se porte sur le soutien aux associations locales plutôt qu'une grande association nationale. Je mets aux voix. Y a-t-il des... Si je me permets de Madame réagir Amir, à votre... j'ai répondu à votre Juste une petite précision par rapport à ça, justement. Une grande association aurait justement plus de moyens humains que les associations locales et pourra travailler justement en partenariat avec nos associations nocéennes. Notre seule boussole, Madame Amir, c'est l'efficacité et les associations locales... Pardon, Madame Amir, je vous ai entendu, je vous réponds et ça n'appelle pas de réponse supplémentaire. Donc je peux vous confirmer aussi que les associations locales... Madame Amir, je ne vous ai pas interrompu. C'est moi qui parle, Zartoche. Pardon. Oui, Les associations locales sont satisfaites du partenariat et je laisse je voulais appuyer. Les associations locales sont au courant évidemment de cette campagne depuis un certain temps et se sont organisées justement pour mettre les moyens en place et s'entourer et mobiliser leurs équipes pour que cette campagne se déroule dans les meilleures conditions. Merci. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Bonnet-Mayer, je crois que vous allez nous remettre des prix car vous dansez bien, paraît-il. Bonsoir. Comme chaque année, le conseil municipal fixe les modalités d'attribution des remises de prix pour les élèves lauréats aux examens du conservatoire de danse. Une récompense est attribuée en fonction des résultats des lauréats selon les mentions très bien, bien, assez bien. Les prix seront remis accompagnés d'un diplôme lors d'un spectacle de danseurs professionnels qui aura lieu le 14 avril 2023. Pour l'année scolaire 2022-2023, 100 élèves sont récompensés. Vous avez le détail des récompenses dans votre synthèse.
Il nous est demandé d'adopter les modalités d'attribution proposées. Nous sommes invités à délibérer. Merci Monsieur Bonnet-Mayer. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame Eftekari, toujours dans la culture, vous allez nous parler des Microfolies 2023 et de ce superbe dispositif. Bonsoir à tous. Dans le cadre de ces actions en faveur de l'accès à la culture pour tous, la municipalité souhaite s'engager dans la mise en place de Microfolies. C'est un dispositif de musée numérique modulable que l'on peut installer partout dans un équipement déjà existant, tel une médiathèque ou un centre culturel. Le ministre de la Culture soutient leur création en allouant une subvention aux organisateurs d'un tel projet. À Neuilly-sur-Marne, la Microfolie complétera le projet d'éducation artistique existant, une œuvre à soi, menée par l'Éducation nationale et soutenue par le département 93. Il s'agit de créer des passerelles entre les enseignements artistiques, expositions proposées et le musée numérique. Le réseau des Microfolies est porté par l'établissement de parc de la Grande Halle de la Villette, ce qui permet à la ville de bénéficier de l'accompagnement en ingénierie technique, de l'accès au catalogue d'œuvres virtuelles, aux applications de médiation, aux ressources des établissements nationaux partenaires. La contribution financière de la ville s'élève à 1 000 € TTC dès la seconde année, la première année d'exploitation du dispositif étant gracieuse. Il nous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la charte d'adhésion annuelle au réseau Microfolie, telle qu'annexée à la présente délibération. Nous sommes invités à délibérer. Merci Madame Eftekari et merci à toutes les équipes de la culture qui ont travaillé sur ce projet et qui permet de développer l'accès à la culture pour tous, avec notamment le développement des moyens numériques. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, vous allez nous parler du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir à tous. En préalable au rapport sur les orientations budgétaires, la ville est tenue de présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. L'annexe du présent rapport expose des données chiffrées et détaillées sur la répartition des effectifs, l'organisation du travail, la formation professionnelle, le volet de l'éducation, le volet de la lutte contre les violences, le volet des manifestations nationales et municipales. Alors, répartition des femmes et des hommes au 31 décembre 2022. Les femmes représentent 66% de l'effectif. Ce taux se décline en 63% de femmes en catégorie C, 15% en catégorie B et 75% également en catégorie A. 66% de femmes, j'ai dit, à l'effectif de la ville de Neuilly-sur-Marne. Rappelons que c'est 62% dans la fonction publique en général. L'équipe de direction élargie aux directrices et directeurs de pôle est composée de 6 femmes et de 5 hommes. Les grades les plus féminins sont ceux des filières sociales et médico-sociales, tandis que les plus masculins sont ceux de la filière technique. 94,67% de femmes sont à temps complet, donc 5,33% à temps partiel, contre 0,35 d'hommes à temps partiel contre 99,65. Les mouvements de personnel, mobilité interne, 24 agents ont changé de service en 2022. Avancement de grade, sur 91 agents qui ont bénéficié d'un avancement de grade, 58% sont des femmes. Promotion interne, 7 femmes et 4 hommes ont été promus. 68% des recrutements réalisés en 2022 ont concerné des femmes, ce qui est légèrement supérieur au taux de représentativité des femmes dans l'effectif de la ville. Sur la formation, 64%
de femmes et 36% d'hommes sont partis en formation. En jour, cela représente 63% de femmes et 37% d'hommes. Plus généralement, la municipalité est très attachée au développement du bien-être au travail. Dans cette perspective, elle a adopté en 2022 une organisation du temps de travail très ambitieuse. Les agents qui le souhaitent peuvent travailler 4 jours ou 4 jours et demi par semaine à temps plein. La mise en place d'horaires variables et du télétravail permet en outre de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle. Pardon. Les politiques publiques menées sur le territoire nocéen en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur le volet de l'éducation. Consciente que diffuser la culture de l'égalité dès le plus jeune âge permet de concourir à l'émergence de nouveaux comportements d'adolescents et d'adultes sans discrimination sexiste ou violence, la municipalité a décidé de mener des actions auprès des jeunes publics. Premièrement, la municipalité a ainsi choisi d'innover dans la conception des cours de récréation. Celles-ci visent à transformer les cours de récréation en îlots de fraîcheur. Ce modèle apparaît comme une réponse apportée au défi du changement climatique, bien sûr, mais va plus loin en proposant des cours non genrés. Le groupe scolaire Maison Blanche où des ateliers de co-conception de la cour se déroulent avec la participation du service vie des écoles et les élèves de l'élémentaire Jaurès. Le groupe scolaire Valérie Duhamel sur lequel la première cour Oasis a été livrée en 2022. La municipalité a également choisi de lutter contre le système prostitutionnel des mineurs, qui sévit particulièrement dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce système de violence repose en particulier sur les inégalités femmes-hommes et l'exploitation économique. C'est donc dans ce contexte que la municipalité a décidé de renforcer sa stratégie territoriale de prévention de la délinquance auprès des jeunes. Dans le cadre de son contrat local de sécurité de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CLSPDR, la ville a ainsi mis en place un groupe de travail regroupant les différents acteurs dédiés à cette lutte. Sur le volet de la lutte contre les violences, en 2021, la ville de Neuilly-sur-Marne a créé ses premiers logements d'urgence. Le public prioritairement visé par cette action était des femmes victimes de violences conjugales, puis toute personne nécessitant un premier niveau d'aide et d'accompagnement. Pour l'année 2023, la municipalité étudie la possibilité d'ouvrir un nouveau logement d'urgence à destination des femmes ou des hommes, et ce dans le cadre d'un partenariat territorial. La municipalité a mis en place en 2021 un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes pour les personnes victimes ou témoins d'actes de violence au sein de la mairie de Neuilly-sur-Marne. Ce dispositif sera complété sur l'année 2023 avec la mise en place d'une communication spécifique sur le thème des violences, sur l'existence du dispositif et ses modalités de mise en œuvre par les agents. De cycles de formation par des professionnels à destination des agents, des managers et des élus. Toujours dans le cadre des actions de son CLSPDR, la municipalité a renforcé son réseau partenarial en soutenant l'association Aurore. Cette association propose un dispositif nommé Astéria qui s'adresse aux jeunes, filles et garçons, mineurs ou jeunes majeurs inscrits dans les conduites à risque, à leurs familles et aux professionnels confrontés à ces mêmes conduites à risque. L'association accorde un intérêt particulier à la question de la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs et à la démarche de construction avec les jeunes et leurs familles et de collaboration avec les professionnels. Des solutions adaptées à leurs besoins pour améliorer leur santé, sexuelle, physique, morale, sociale, ainsi que leurs pratiques professionnelles. Pour ce faire, la ville a signé une convention avec l'association Aurore pour mettre en place une permanence Jeunes et Sexualité 93 accueillant sur rendez-vous des professionnels de l'ASE, la police, la justice, l'éducation nationale et la ville autour de sujets relatifs aux adolescents en difficulté. Une formation destinée aux professionnels afin de renforcer leurs compétences et leur savoir-être face aux conduites à risque et notamment aux situations de prostitution. Un groupe de parole parents confrontés à des conduites à risque de leurs enfants, autant sur les thèmes prostitutionnels que sur le thème de la primo-délinquance. Enfin, un accompagnement des équipes éducatives de la commune dans des actions de prévention.
La municipalité a mis à disposition des installations nécessaires à l'association et a versé une subvention de 2 000 € pour financer la formation destinée aux professionnels. Dans le cadre d'un partenariat avec Neuilly-Plaisance et le commissariat de police, la ville de Neuilly-sur-Marne a affecté un poste de travailleur social à temps complet au sein du commissariat de Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, pour exercer les fonctions d'intervenant social en commissariat. Rattaché hiérarchiquement à la ville de Neuilly-sur-Marne depuis sa prise de poste le 1er septembre 2022, l'intervenante sociale en commissariat a pour mission de garantir un traitement social adéquat aux situations de difficultés particulières qui lui seront signalées par les services de police de la circonscription et la sécurité de proximité. Enfin, sur les volets des manifestations nationales et municipales, la municipalité a célébré la Journée internationale des droits de la femme. La ville, via son CCAS, son Centre communal d'action sociale, a organisé la 18e rencontre des femmes du monde. Dans le cadre de la promotion de la citoyenneté auprès des jeunes, la municipalité a souhaité déployer un dispositif innovant. Pour ce faire, elle a créé le Page Jeune Citoyen en 2021. Depuis sa création, 266 jeunes ont pu bénéficier du dispositif. 153 filles, 58%, et 113 garçons, 42%. Ce qui représente une parité assez juste. Ce dispositif a été récompensé du prix territorial de l'innovation en 2022, échelon argent dans la rubrique Civisme, Citoyenneté. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport tel que joint en annexe. Merci Monsieur Lepont et merci à toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien, que ce soit aux ressources humaines, aux services liés à la sécurité notamment, à l'éducation, au juridique et à tout le monde qui travaille sur l'ensemble de ces sujets en matière d'égalité homme-femme qui permet la réalisation de toutes les mesures que vous avez annoncées, Monsieur Lepont. Pour ce qui concerne les RH, notamment la semaine de 4 jours et demi, les 1607 heures. Pour l'aide aux personnes en détresse, le logement d'urgence, l'intervenante sociale en commissariat qui fait un formidable travail au sein du commissariat pour venir en aide principalement aux femmes, mais de manière générale aux victimes qui n'ont pas forcément accès à tout l'écosystème social et judiciaire, mais également toute la lutte contre la prostitution de mineurs, le CLSPDR, donc ce que vous disiez sur les groupes de travail avec les bailleurs et les acteurs de l'éducation que nous rencontrons et qui travaillent main dans la main avec nos élus et nos agents en charge du service de la police municipale, ou la Cour Oasis, le Pass Jeune Citoyen, comme vous l'avez très bien rappelé. Donc effectivement, on n'est pas vraiment à la parité puisque 75% des cadres de Neuilly-sur-Marne sont des femmes, et 55% des membres de la direction sont également des femmes, mais c'est une tendance qui est donc assez présente dans l'ensemble des catégories de la ville, avec une présence plus féminine effectivement dans les agents de Neuilly-sur-Marne de manière générale. Absolument. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Oui, bonsoir, chers collègues. Effectivement, ce thème-là, il est très important et il n'y a aucune raison qu'on le prenne à la légère et qu'on reconnaisse chacun et chacune sa présence dans les, soit professionnellement, soit dans sa citoyenneté. Et puis, il n'y a pas de sujet là-dessus. D'ailleurs, il y a des dispositions qui ont été énoncées, qui sont prises pour l'année 2023, auxquelles on a participé par notre vote, en tout cas, à soutenir ces actions. Mais là où on est surpris quand même sur ce document-là, et c'est là où on se dit qu'il ne faut pas que ce soit non plus un fourre-tout, ce rapport-là, notamment sur la première, dans le chapitre 2-3, sur les volets, sur les manifestations nationales et municipales. Sur le premier point, celui de célébrer la Journée internationale des droits, Monsieur Lepont, des femmes, pas de la femme, des femmes. Le 8 mars, en distribuant une fleur aux clientes. Voilà, ça semble pas être pertinent dans, en tout cas, l'action, les actions. C'est sûrement pas le point le plus important du rapport, mais il est
je pense, en tout cas pour notre groupe, déplacé. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement la question du pass citoyen. Et indéniablement, il y a un succès sur ce dispositif. Mais aller chercher quand même cette notion de participation filles et garçons pour valoriser la question de qu'on est en train de débattre là. Voilà, c'est très, j'aurais envie de dire très cavalier pour faire du papier, mais c'est pas très pertinent. Voilà, donc c'est les commentaires qu'on voulait faire sur ce document. C'est bien noté, M. Amache. J'ai souligné l'ensemble des actions fortes, et M. Lepont également, qui ont été menées dans le sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, de manière générale, sans prendre d'exemple caricatural. Voilà, je tenais à le souligner. Non, c'est bien noté. Nous sommes invités simplement à prendre acte. Pas de contestation à cela. Nous actons de ce point. Je vous remercie. Madame Lacroix, sur l'avenant à la convention de gestion de la résidence Voltaire avec la Séminoc. Bonsoir à tous. La commune est propriétaire de 36 logements situés dans la résidence Voltaire, avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne, logements gérés par la Séminoc dans le cadre d'une convention de gestion. Pour faciliter la gestion des travaux dans les logements entre la ville et la Séminoc, il convient de modifier l'article 3, alinéa 3 de la convention, en passant de 40 000 francs du montant de la provision à 15 000 €. Il est donc demandé d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention mentionnée ci-dessus, et jointe en annexe, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. Nous sommes invités à délibérer. Merci Madame Lacroix. Effectivement, nous sommes passés à l'euro en 2002. Et 20 ans après, il était temps de changer le point. Merci de l'avoir souligné. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 8, Monsieur de Chauvigny, la signature d'un contrat de cession de dette et la résiliation amiable d'un bail. Bonsoir à tous. La société Sicali Pizza loue à la commune un local situé 153 avenue du Maréchal Leclerc. Elle est débitrice d'un arriéré locatif de 25 580 €. Son dirigeant a souhaité constituer une nouvelle société spécialisée dans la désinfection. Il est donc proposé que la nouvelle société prenne en charge la dette locative de la société Sicali Pizza. Il convient de régulariser la résiliation amiable du bail sans indemnité de résiliation et d'approuver le contrat de cession de la dette. Il est demandé aux membres du Conseil d'approuver le contrat de cession de dette entre les deux sociétés et la résiliation amiable du bail sans indemnité avec la société Sicali Pizza et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de cession de dette entre les deux sociétés et la résiliation amiable du bail sans indemnité avec la société Sicali Pizza. Merci Monsieur de Chauvigny. Il s'agit en réalité de sauver l'arriéré parce qu'en fait la société sinon dépose le bilan et les 25 000 € sont totalement perdus. Et donc la nouvelle société constituée prend l'engagement de reprendre la dette et de l'honorer dans les délais. Et donc en ayant un plan de financement qui permet de le faire, c'est le seul moyen qui est possible pour sauver cette dette. Et si effectivement les choses ne vont pas bien, dès lors, le bail serait résilié évidemment. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, vous avez peut-être trouvé que c'est une polémique, mais voilà, on vous trouve un peu plus clément avec ce restaurateur que vous l'avez été, ou vous l'êtes en tout cas, avec le Martin Pêcheur. C'était... Alors le Martin Pêcheur, je rappelle qu'il existera toujours, c'est simplement l'association qui est déficiente dans son suivi, comme l'a rappelé Madame Amimer lors du dernier conseil municipal. Vraisemblablement comme le propriétaire de ce restaurant. Pardon, là on parle pour le Martin Pêcheur, pour IDE, on parle d'1 900 000 €, monsieur Amache, pas de 25 000 €, 1 900 000 €. Non, 1 900 000 €. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc je vous invite à vous concentrer sur les points qui sont soumis à débat. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire,
Je veux bien que vous répondiez à sa question, mais là, si vous parlez du Martin Pêcheur, on va repartir sur le Martin Pêcheur. Non, absolument pas. Parce que Monsieur, je suis en charge de la police des débats. On est sur la cession de la dette Ça veut dire que vous avez le droit du de sortir 153. des bêtises, Non, et nous, on n'a pas le non, droit de les monsieur, contester. j'ai répondu à monsieur Hamache qui a parlé de l'association IDE. 9 millions d'euros. Monsieur Ben Saïd, je vous demande de ne pas polémiquer. Justement. Non, si vous avez quelque chose à dire sur cette cession de dette, vous le dites, mais uniquement sur ce point-là. Non, j'ai répondu parce que vous intervenez. Parce que vous en profitez d'une question pour répondre à une autre question. Non, monsieur Ben Saïd, j'ai répondu à monsieur Hamache sur son interpellation. Rien d'autre. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur De Chauvigny, toujours pour la dérogation au repos dominical pour l'année 2023. Le maire a la faculté d'octroyer des dérogations collectives au repos dominical, dit dimanche du maire. Il doit arrêter ce calendrier avant le 31 décembre de l'année en cours pour l'année suivante. À Neuilly-sur-Marne, 7 commerces ont transmis à la municipalité leur demande en joignant un calendrier pour l'année 2023. Les syndicats de salariés et les syndicats patronaux ont donc été consultés sur la base des demandes présentées par les commerçants nocéens, conformément à la réglementation. Il nous est proposé d'établir les dérogations octroyées par la ville sur le territoire communal selon les dispositions détaillées en annexe 1 de l'exposé. Enfin, lorsque le nombre de dimanches du maire excède 5 dimanches, la métropole du Grand Paris doit être consultée. La ville doit lui communiquer son intention d'autoriser l'emploi de salariés dans les établissements similaires aux commerces qui en ont fait la demande. En tout dernier lieu, un arrêté municipal fixera le calendrier des dérogations au repos dominical accordées par le maire sur la base des avis du conseil métropolitain et du conseil municipal. Notre avis en tant qu'élu du conseil municipal est ainsi sollicité. Merci, monsieur De Chauvigny. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 9, monsieur Slimani, sur l'incorporation d'un bien vacant sans maître dans le domaine privé communal. Bonsoir. Selon le Code général de la propriété des personnes publiques, une commune peut devenir propriétaire d'un bien vacant sans maître à l'issue d'une procédure réglementaire. La parcelle communale AN 397, située 133 avenue de Maison-Blanche, remplit les conditions nécessaires pour être incorporée dans le domaine privé de la ville. En effet, dans le délai de 6 mois à compter de la dernière mesure de publicité, aucune personne ne justifiant d'un titre de propriété de la dite parcelle ne s'est fait connaître auprès de la commune. Le bien est donc présumé vacant et sans maître. Après enquête, notamment auprès des services de l'État, il s'avère que cette parcelle ne fait l'objet d'aucun recouvrement de taxes foncières depuis plus de 3 ans, d'aucune succession en cours. La commune peut donc valablement délibérer afin d'incorporer ce bien vacant et sans maître dans son domaine privé. Il nous est demandé, premièrement, d'incorporer au domaine privé communal le bien précédemment cité, deuxièmement, de constater par arrêté de monsieur le maire ou de son représentant l'incorporation dans le domaine communal de ce bien et de signer tous les documents et actes afférents à cette affaire. Troisièmement, de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne, 56 rue Théophile Gobert, pour la rédaction de l'acte authentique constatant l'incorporation au domaine privé communal. Il nous appartient d'en délibérer. Merci, monsieur Slimani. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Bonsoir. Nous voudrions savoir à quoi va servir ce bien. À être incorporé dans le domaine communal. Et sur lesquels il y avait déjà des projets, je vous le rappelle, parce que vous avez participé à la précédente municipalité, sur la zone de Maison-Blanche. Donc c'est la phase 2 du projet d'aménagement de la ZAC de Maison-Blanche. Voilà. Pour les autres biens qui avaient déjà acquis par la municipalité, qui n'ont jamais été affectés, on saura. Dans quel secteur? De manière générale? Oui, de manière générale, parce qu'il y avait des biens, on a acquis d'autres biens et on ne savait pas quoi. Alors non, là, c'est pas une procédure d'acquisition. En réalité, quand un bien est vacant sans maître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héritier, il y a personne qui se manifeste pour dire j'ai un droit sur ce bien suite au décès de quelqu'un. Personne ne se manifeste, il y a des recherches qui sont entamées par les offices notariales et par les services, et donc il revient au domaine privé de la commune.
Et donc ensuite, enfin, selon les zones, il y a différentes... Ça rentre dans le patrimoine de la commune, donc il n'y a pas de projet global voilà, sur les zones. Enfin, tout dépend de la zone sur laquelle il y a un bien vacant 100 mètres qui a été incorporé dans le patrimoine de la ville. Voilà. Y a-t-il des voix je mets aux voix, pardon. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Donc c'était le point 10 et pas le 9 comme je l'ai annoncé. Le point 11 sur le CET, le compte épargne-temps qui concerne le personnel communal. Donc il y a un compte épargne-temps en vigueur au sein de la ville. On a dû passer, donc depuis le 1er juillet 2022, on a fait entrer en vigueur la durée légale de 1607 heures au sein de la collectivité, ce qui a porté la durée de travail hebdomadaire à 38 heures, mais en contrepartie, 6 jours de RTT en plus pour les agents communaux, passant donc de 12 à 18 jours par an. Compte tenu de cette augmentation du nombre de JRTT, il est proposé de passer le nombre de jours possiblement épargnable sur le CET de 10 à 20 jours. Donc plus de jours acquis dans l'année égale plus de jours possiblement dans le CET, charge à chaque agent de les utiliser comme il se doit. Donc le compteur légal, lui, reste fixé à 60 heures. C'est la 60 jours, pardon. C'est la réglementation qui le fixe de la manière suivante. Voilà. Donc on passe de 10 à 20 jours sur le CET. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lepont, sur la CCSPL. La Commission consultative des services publics locaux, CCSPL, s'est réunie le 1er décembre 2022 afin d'émettre un avis sur les points suivants. Rapport annuel 2021 des délégataires. La CCSPL a pris connaissance des rapports 2021 des titulaires des délégations de services publics suivants: exploitation du complexe de tennis, distribution publique du gaz, exploitation du chauffage urbain et de la géothermie, distribution publique de l'électricité. La Commission a émis les observations, à savoir, sur le rapport relatif à la distribution publique du gaz, demande des membres de la Commission d'une meilleure planification des travaux sur voirie. Une concertation avec la commune est souhaitée afin de mieux coordonner les actions. Et enfin, les membres de la CCSPL ont regretté l'absence de représentants des sociétés SGRM et Enedis lors de cette réunion. Ensuite, avis sur la gestion de la crèche Françoise Dolto. La crèche Françoise Dolto va accueillir 60 berceaux. Elle sera composée de 3 sections de 20 enfants chacune. La municipalité soumet la proposition de gestion aux délégations de services pour exploiter ces services, qui a recueilli un avis favorable du CCSPL le 1er décembre 2022. Le détail du procès-verbal de la CCSPL est joint en annexe. Le conseil municipal est invité à adopter le principe de délégation de service public pour la gestion de la future crèche Françoise Dolto, adopter le rapport représentant les principales caractéristiques de la prestation, autoriser monsieur le maire à lancer les mesures de publicité. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci beaucoup. Nous avons souligné notamment sur les travaux de voirie la nécessité de se concerter avec les services techniques pour éviter qu'on repasse 4 fois dans une même rue pour des motifs différents en refaisant les mêmes travaux, en faisant des tranchées à chaque fois, ce qui génère des coûts extrêmement importants, même si chacun les gère de son côté, mais en tout cas une pollution et une surconsommation. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, notre intervention elle portera sur la DSP. Voilà, ce que vous proposez, c'est ni plus ni moins qu'une privatisation déguisée du service public de la petite enfance. Donc forcément, on n'accompagnera pas du tout ce dispositif pour plusieurs raisons. C'est un service public de la petite enfance, donc je serais tenté de dire régalien. Sûrement que ça existe ailleurs, mais c'est quand même prendre des risques, notamment de la maîtrise de cette activité, du contrôle citoyen, y compris sur ce genre de service public. Donc il arrive à un moment donné où là, la ligne rouge est franchie
en matière de services publics. On n'est pas sur la mise à disposition de la gestion d'une buvette. C'est pas du tout ça de quoi on parle. J'attire l'attention de mes collègues. Aller sur ce terrain-là, c'est privatiser, en tout cas, l'activité, les services publics. Et là, c'est autre chose. Non, je tiens quand même à souligner, et je pense que nos prises de position au fil des conseils municipaux montrent clairement qu'on n'est pas du tout sur ce que vous présentez. Clairement, avec une délégation de service public, la ville garde la main, et c'est le meilleur moyen de garder la main sur l'activité en délégation. Le délégataire garde un contrôle, et si vous avez lu l'ensemble des éléments qui sont dans le dossier, vous verrez bien que la ville garde le contrôle de bout en bout sur l'activité, sur même les désignations des familles qui seront bénéficiaires des places en crèche. C'est notre équipement, donc on cède absolument pas à l'équipement, on le garde municipal. Donc tout est municipal, c'est simplement la délégation, enfin c'est une délégation de service, comme vous avez par exemple sur l'eau. L'eau que vous arrivez à votre robinet, c'est une délégation de service. Et tout fonctionne très bien avec un contrôle par un délégataire qui est important. Tout dépend effectivement du contrôle que vous opérez. Si vous ouvrez à les vannes et que vous n'opérez aucun contrôle et que vous laissez le délégataire, donc si le délégant laisse le délégataire faire n'importe quoi, je vous rejoins totalement. Et encore une fois, Monsieur Hamache, je pense que lors des derniers conseils municipaux où on partageait, même si vous étiez abstenu, mais sur l'électricité, enfin, je pense qu'on a clairement partagé les positions qui sont communes. Et tout au long des conseils municipaux, on a clairement montré que notre objectif, c'est de garder une efficacité et de garder le contrôle sur l'ensemble des activités mises en gestion. Donc, enfin, il faut être réaliste aussi dans notre monde. Dès lors que les garde-fous sont là, dès lors que les éléments de contrôle sont là, dès lors que la ville elle-même désigne les familles qui seront bénéficiaires, tout en contrôlant l'exercice de l'activité, il n'y a pas de risque pour la collectivité. Et encore une fois, j'imagine que l'ensemble des personnes qui pourraient répondre seraient soumis à un contrôle très strict de la part de Madame la Première Adjointe, de l'ensemble des élus en charge de l'enfance et surtout des services municipaux qui sont très rodés à l'exercice, qui ont pris toutes les garanties nécessaires, et on a un retour d'expérience sur de nombreuses communes où ça se passe extrêmement bien et tout autour de nous. Donc voilà, enfin, je tiens à vous rassurer sur ce point, je comprends votre inquiétude, mais voilà, je tenais à souligner ces points. Y a-t-il... Oui, Monsieur Soronellas. Il y a, bonsoir chers collègues, il y a comme ça des mots qui effectivement provoquent des réactions, et tu as raison hein, d'être prudent sur ce genre de situation. La délégation de service public, c'est bien le service public qui est maîtrisé par l'entité qui délègue. Et la question, c'est de gérer proprement. On parlait des questions de fibres tout à l'heure. Parmi les 30 villes qui sont en plus grande difficulté, en gros la moitié sont dans un système de délégation de services publics. Donc c'est pas mieux que le privé, parce que le fond de l'affaire, c'est qu'on n'a pas travaillé sur quelle était la vision du service et les critères de contrôle. Et moi, c'est ce qui me met profondément en colère, c'est que des gens qui sont censés faire du service public n'ont même pas examiné quelles étaient les conditions de l'engagement de la qualité de service. Donc on est bien sur un comportement qui est comment, quels critères, avec quels moyens et quel suivi. Donc il n'y a pas de formule absolue dans l'affaire, mais j'en témoigne puisqu'on s'occupe avec Alain de ce sujet-là. Quand en gros on considère qu'il n'y a pas d'engagement de service et on ne définit pas les critères, on se plante comme les autres et on se fait embobiner. Ça s'appelle du professionnalisme, c'est tout. Merci Monsieur Soronellas. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Très bien. Y a-t-il des abstentions? Très bien, je vous remercie. Le point suivant sur la mise en œuvre de forfaits, le forfait donc de mobilité durable, donc deux forfaits, mobilité durable d'une part, et il fallait acter les autres points, donc on prend acte là-dessus, pas de difficulté. Acté sur le point 12A. Sur le point 13, donc la mise en œuvre de forfait, donc le premier, c'est le forfait de mobilité durable. Il y avait
un dispositif qui a été mis en place par notamment l'État, et donc avec l'obligation pour les communes, enfin pour les collectivités, de prendre en charge une partie, un forfait de mobilité durable, donc pour notamment les utilisations de vélos ou le covoiturage pour les agents qui en feraient l'usage. Et donc la principale modification consiste à donc actualiser la délibération du 2 décembre 2020 pour la mettre en application, en adéquation avec la nouvelle réglementation. Donc le montant du forfait mobilité durable donc dépend du nombre de jours d'utilisation du mode de transport durable. Donc je rappelle, vélo, covoiturage, engin de déplacement personnel motorisé et service d'autopartage. Donc 100 € pour 30 à 59 jours d'utilisation de ces modes de transport durable, 200 € pour 60 à 99 jours et 300 € pour au moins 100 jours, là où avant le montant annuel de du forfait mobilité durable était fixé à 200 € maximum. Donc je propose, je vais parler du deuxième point et ensuite on verra si vous voulez un vote groupé ou séparé. Donc le forfait télétravail cette fois, donc là aussi c'est simplement la mise en œuvre de l'allocation forfaitaire de télétravail qui était prévue par la réglementation selon le décret du 26 août 2021 et depuis le 1er janvier 2023, il est prévu donc une fixation du forfait à 2,88 € par jour de télétravail dans la limite de 253,44 €. Je mets aux voix donc le premier point, donc le forfait mobilité durable. Y a-t-il des questions, des observations ? Non. Vote contre, abstention, unanimité pour le premier point. Et pour le second, question, vote contre, abstention, unanimité également. Merci. Je passe au point suivant, donc le point numéro 14, le rapport d'orientation budgétaire. Conformément au CGCT, nous présentons le ROB, le rapport d'orientation budgétaire, qui reprend la situation financière de la ville et présente le contexte général des collectivités. Il n'y a pas de vote à l'issue. Sur le contexte national, depuis 2022 et le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'économie française subit le renchérissement des matières premières dans tous les secteurs. S'ajoute à cela les pénuries, la hausse des prix de l'énergie, une frilosité générale, le retour de l'inflation. Les villes sont impactées directement et tout au long de l'année 2022, nous avons passé en conseil municipal plusieurs réévaluations de fournitures diverses suite aux avenants qui étaient imposés. J'avais d'ailleurs, au fil des conseils municipaux, annoncé la perspective assez alarmante qui se présentait à nous, et nous y sommes. Comme vous le savez, face à la situation énergétique, nous avons porté la voix de nombreuses collectivités en crise. Il est impossible, je le souligne, de faire face et d'absorber la hausse affolante des prix de l'énergie qui parfois monte à 15 à 30 fois le prix des années précédentes, ce qui est absolument délirant. Si vous payez 100, on vous impose des prix à 1500 jusqu'à 3000 selon les cas de figure. Le gouvernement a annoncé un filet de sécurité et un amortisseur qui, au final, permettrait une prise en charge d'environ 20% de la hausse, n'est pas suffisant et nous continuons à plaider pour des mesures de fond sur le secteur de l'énergie. La ville est dans le territoire Grand Paris Grand Est depuis 2016. Je rappelle que Grand Paris Grand Est, qui gère notamment les déchets, l'aménagement, l'assainissement, le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, parmi d'autres sujets. Donc Grand Paris Grand Est, différent de la métropole du Grand Paris, qui n'a strictement rien à voir, je le souligne. Et donc pour payer les compétences de Grand Paris Grand Est, de GPGE, les villes doivent payer une contribution et ça s'appelle le FCCT. Pour Neuilly-sur-Marne, il y avait une situation qui était très injuste parce que très mal négociée auparavant. Je tiens à le souligner, la ville de Neuilly-sur-Marne payait 200 000 € de plus que ce qu'elle consommait. Et donc la ville de Neuilly-sur-Marne payait gentiment pendant des années plusieurs centaines de milliers d'euros pour les autres villes du territoire. Nous avons identifié cette anomalie importante avec les services de la ville que je tiens à remercier chaleureusement pour leur travail ainsi que les élus en charge. Nous avons renégocié avec l'ensemble des 13 autres villes du territoire. Au final, dont beaucoup d'exécutifs avaient changé, donc ce qui permettait d'assainir la situation.
et de repartir sur de bonnes bases. Au final, nous avons obtenu gain de cause, alors que la contribution des villes de Grand Paris Grand Est augmente de 2,4 millions d'euros par an. Donc 2,4 millions d'euros de hausse pour toutes les villes du territoire. Pour Neuilly-sur-Marne, nous sommes la seule ville de 10 000 habitants et plus à avoir une contribution en baisse de 2%. Donc, je récapitule. Pour Neuilly-sur-Marne, on a une baisse de 2% de notre contribution, alors que, quelques exemples, pour Gagny, plus 400 000 euros, pour Pavillon-sous-Bois, par an, pour Pavillon-sous-Bois, plus 210 000 euros, pour Livry, plus 270 000, pour Neuilly-Plaisance, plus 280 000, pour Rosny, plus 370 000 euros par an, et pour Noisy-le-Grand, plus 450 000 euros par an, alors que pour Neuilly-sur-Marne, nous avons une baisse de 2%, donc ce qui est une très bonne chose pour nous, ce qui permet de remettre les choses au clair. En parallèle, avec les services, nous avons mené un important travail pour réduire les dépenses et avoir des recettes suffisantes, parce qu'on a été amputé de recettes importantes avec les différentes réformes. Et comme rappelé depuis le premier débat d'orientation budgétaire de 2020, la ville de Neuilly-sur-Marne, depuis plusieurs années, est structurellement fragile, car elle dégage peu d'épargne brute. C'est-à-dire que les charges de fonctionnement consomment quasiment tout ce que la ville dégage en recettes. L'épargne dégagée par la ville est beaucoup trop faible, ce qui freine la possibilité de faire des investissements. Et depuis plusieurs années, elle est même la deuxième moins bonne de tout le département, juste derrière Bagnolet. Alors, jusqu'en 2021, cela ne se voyait pas beaucoup, parce que pour financer les investissements, la ville utilisait notamment les 60 millions d'euros obtenus par la ville en vendant les terrains de Maison Blanche, avec chaque année depuis 2015, un chèque entre 3 millions et 15 millions d'euros versés par Grand Paris Aménagement. Et ce, depuis 2015. Sauf que depuis 2021, cette manne n'existe plus, et cela avait été identifié bien avant notre mandat, mais la situation n'a pas été redressée à temps avant notre élection. Je tiens à le souligner, malgré la hausse des coûts, depuis 2020, on travaille à rationaliser les recettes et les dépenses. Et pour les recettes, on n'a pas encore retrouvé le niveau des produits de services de 2018, parce que je rappelle qu'en 2018, on était à 5,1 millions d'euros de recettes de produits de services contre 4 800 000 en 2022. Donc il y a un travail à faire sur les recettes qui est important. Sur les dépenses, nous avons des charges de fonctionnement par habitant qui s'envolaient de 2018 à 2020 par rapport à la moyenne de toutes les communes de la strate. Je vous donne l'exemple. En 2020 encore, donc quand nous avons pris les commandes de la ville, la moyenne, les charges de fonctionnement par habitant s'élevaient approximativement à 1 550 euros par habitant. Quand la moyenne de la strate, donc des communes qui sont de la même configuration que celle de Neuilly-sur-Marne, était à 1360. C'est-à-dire que la moyenne des communes était à 1360, nous on était à 1550. Donc quasiment 200 euros d'écart par habitant. Alors qu'en 2020, hier, nous étions à 1402 pour la ville de Neuilly-sur-Marne contre 1378, donc un écart seulement de 24 euros par rapport à la moyenne de la strate. Donc nous avons redressé les choses en termes de charges de fonctionnement, donc l'écart est passé de 200 euros, de 190 euros à 24 euros par rapport à la moyenne de la strate. Je tiens à souligner le travail de chacun des services, pour faire face aux dépenses d'énergie. Donc il y a eu aussi une baisse des dépenses de fonctionnement telles qu'envisagées sur le prochain budget. Les services rattachés à la direction générale des services, moins 7,3% de budget de fonctionnement. Les services techniques, moins 10,8%. Les familles, moins 13,4%. Les services rattachés au cabinet, moins 13,6%. La vie citoyenne et sportive, moins 24%. Les services ressources, moins 12,7%. Donc un travail très important qui a été mené de concert avec chaque service, en regardant chaque ligne de dépenses et en regardant ce qu'il était possible de réduire pour pouvoir faire face à la crise énergétique. Le niveau d'investissement, donc au plan pluriannuel d'investissement, donc c'est le plan que l'on se fixe pour les prochaines années en termes d'investissement sur la ville. Donc en 2023, on passerait à 13,7 millions d'euros. On réduit la voilure en termes d'investissement, mais on concentre ces investissements sur ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement.
C'est-à-dire qu'on investit par exemple dans la rénovation thermique d'équipements, ce qui permet derrière de baisser les charges courantes, de payer moins d'électricité, moins de gaz, parce qu'on a mieux isolé le bâtiment. Donc on concentrera une grande partie du budget à ce type d'investissement, et ce qui permettra de faire face à l'avenir, je l'espère, en tout cas de le faire un peu mieux que la situation actuelle. Et donc 2023, 13,7, 2024, tel que prévu, 16,2 et 2025, 14,7 millions d'euros. Les budgets, avec les budgets annexes, avec le port de plaisance qui s'équilibre à 330 000 euros en fonctionnement et 114 000 euros en investissement, le camping Corse, 84 000 en fonctionnement, 89 000 en investissement. Pour rester sur le camping de Neuilly-sur-Marne, donc le fonctionnement à 500 000 euros, les investissements à 1,7 million. La cité artisanale, 172 000 euros en fonctionnement, 112 000 euros en investissement. La restauration et manifestations diverses, uniquement donc le fonctionnement à 45 000 euros. Et le centre équestre qui est mieux équilibré qu'en 2022, puisqu'on rattrape le déficit avec 274 000 euros de manière globale. Voilà les éléments que je voulais vous présenter en synthèse au conseil municipal. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur Ben Saïd. Oui, rebonsoir. En fait, je ne vais pas revenir sur toutes les polémiques sur le dette versus épargne. Je ne vais pas rappeler que, effectivement, comme vous dites, vous avez gagné les élections. Neuilly-sur-Marne, c'était la ville la moins endettée. Je voulais juste, au-delà des différents chiffres qui posent beaucoup d'interrogations et qui présagent une éventuelle, je dis bien une éventuelle, hausse du taux d'imposition pour les Nocéennes et Nocéens, le groupe Neuilly Uni voudrait rappeler quelques-unes des priorités. D'abord, au niveau de l'éducation. La priorité doit être accordée à l'éducation, notamment, par exemple, au niveau maternel, et surtout à la scolarisation dès l'âge de 2 ans. On aimerait bien que cette scolarisation continue à être développée. Nous insistons sur la nécessité que les RASED puissent travailler dans de bonnes conditions, ainsi que sur la végétalisation des cours d'école qui doit se faire en concertation avec les équipes éducatives et qui devient une urgence. Pour la petite enfance, nous soulignons encore le manque de places en crèche sur la ville, même avec la nouvelle crèche qui va s'ouvrir dans le quartier Maison-Blanche. Au niveau sécurité, la sécurité est un droit pour tous les Nocéens, et les Nocéens bien sûr. Malgré les dernières acquisitions des voitures non utilisées et des motos, la police municipale est loin d'être au complet et surtout fonctionnelle. Nous ne connaissons toujours pas le budget réel pour cette police municipale et nous ne constatons pas d'amélioration des conditions de sécurité au-delà d'une communication exagérée et sur laquelle vous pouvez faire des efforts d'économie aussi. Vie associative. Nous constatons malheureusement la fin d'une politique locale de solidarité avec des associations abandonnées comme Nuit Retraite, Association Océane, et je ne parle pas non plus d'IDE. Et puis finalement, le personnel communal. Il y a un recours massif aux contractuels, d'où la précarisation des emplois et l'affaiblissement de la fonction publique, comme le disait tout à l'heure mon collègue Bertrand. Et surtout, le non-remplacement des départs annoncés. Donc vous êtes très content d'annoncer que vous n'allez pas remplacer 15 personnes. Pour nous, je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle. Au regard de tout cela, nous allons voter contre les orientations budgétaires. C'est noté, monsieur Ben Saïd. Je rappelle quand même que le budget éducation est celui qui est le plus important de la ville de Neuilly-sur-Marne et que la végétalisation des cours d'école, nous avons déjà lancé en un mandat une rénovation intégrale d'une cour. Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation et ça figurera dans les prochains budget puisque même en 2023 nous lançons le réaménagement des espaces sur une cour d'école, sur la priorité à l'éducation. Donc je vous rappelle que il y a une répartition des rôles, il y a des choses qui relèvent de la commune, d'autres de l'État. Donc sur la scolarisation plutôt, il faut plutôt s'adresser à l'État plutôt qu'à la ville de Neuilly-sur-Marne. Sur la petite enfance, le manque de place est compensé très largement par les nouvelles places en crèche qui vont voir le jour et qui permettront de doubler le nombre de places en crèche sur le mandat
par rapport à ce qu'il y avait. Sur la sécurité, Monsieur Ben Saïd, je rappelle quand même qu'on a consacré plus de 2,3 millions d'euros pour l'équipement, pour l'installation de la nouvelle. Mais enfin, vous prenez des notes, mais c'était dans les documents qui ont été présentés avant. Tout figure dans les éléments qui sont détaillés. Monsieur le maire, j'ai le droit d'écrire. Monsieur Ben Saïd, j'ai le droit d'écrire. Monsieur Ben, non mais non, parce que bien sûr. Non, vous êtes la police du conseil municipal. Monsieur Ben Saïd, je termine simplement. Vous m'autorisez à prendre des notes, monsieur le policier? Est-ce que je peux terminer sans être interrompu? Je vous remercie. Sur la sécurité, donc nous avons le déploiement de la police municipale, la création qui s'est faite en moins d'un an. Nous avons également une brigade moto qui permet d'intervenir très rapidement. Et avec, quand vous dites, les policiers municipaux seront très heureux d'entendre que vous dites que leur action est totalement inefficace. Nous constatons le contraire et c'est un partage unanime entre les réactions de la police nationale, des services centraux de la police, que ce soit de la part de Monsieur le Préfet, de tout le monde. Nous avons vraiment les félicitations de tout le monde pour l'action menée en termes de sécurité et le bilan pour les Nocéens. Donc si vous constatez que ça ne sert strictement à rien, je me souviens que je m'étais battu pendant 6 ans pour la police municipale pour en créer une, et je crois me souvenir que vous y étiez farouchement opposé à ce projet à chaque fois que je prenais la parole sur le sujet en conseil municipal. Donc je me permets de vous rappeler quand même les actions très rapides qui ont été mises en place et la poursuite et la montée en puissance avec notamment le déploiement d'un réseau de vidéoprotection sur toute la ville, ce qui permettra vraiment d'agir de manière encore plus efficace et de dissuader, parce que c'est quand même extrêmement important. Enfin, Monsieur Ben Saïd, quand vous dites que la police municipale n'a aucune action et en tout cas n'est pas efficace, honnêtement, allez discuter avec les policiers municipaux qui, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, ont encore été blessés lors d'interventions, que leur action ne sert strictement à rien. Enfin, pardon, nous avons des agents qui sont courageux, qui vont dans tous les quartiers, qui se confrontent aux deals et à toutes les problématiques qui sont importantes. Je pense qu'il faut les saluer plutôt que de les dénigrer. Quant à la vie associative, nous y consacrons un budget conséquent, très conséquent. Nous avons un dialogue très resserré quand il a fallu notamment faire des mesures d'économie d'énergie. On aurait pu faire comme d'autres communes, parce que je crois que certains de vos camarades auraient préféré une action lapidaire de la part de la municipalité. Ça n'a pas été notre choix. Nous, ce qu'on a préféré, c'est concerter et adapter les mesures avec les personnes qui sont les premières concernées, que ce soit les conseils de quartier ou encore la vie associative. Donc, je vous rappelle que ces actions sont efficaces et nous faisons confiance à nos partenaires de la vie associative qui agissent et qui font un formidable travail. Quant au recours massif aux contractuels, selon vous, enfin pour reprendre vos termes, vous devriez peut-être brancher la radio, au moins l'électricité vous serait utile, pour écouter un peu la situation globale partout en France. Nous avons un mal fou, et demandez-le à monsieur le directeur général des services qui se trouve juste derrière moi, quelles difficultés on a à recruter. Donc quand on attend et qu'on a des postes qui sont publiés depuis 2 ans, et qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui postule dessus, eh ben, nous sommes obligés, compte tenu de la spécificité des postes et de la rareté de la ressource, d'ouvrir la possibilité à des gens qui seraient contractuels de postuler. Parce que s'il y a des personnes de qualité, il ne faut pas les mettre de côté simplement parce qu'ils ne sont pas de la fonction publique. Évidemment, nous privilégions toujours, comme conformément à la réglementation, les fonctionnaires, mais quand il n'y a pas de ressources, on ne peut pas faire de miracle. Donc on recrute les personnes qui sont disponibles. Et je peux vous assurer que le service des ressources humaines, ainsi que tous les services, sont très mobilisés pour arriver à combler les postes. Et nous avons d'ailleurs, et je souhaite la bienvenue par cette même tribune, l'arrivée de nouveaux agents, que ce soit dans les ASVP et dans la police municipale, les policiers municipaux qui sont arrivés très récemment et qui complètent notre effectif. Je rappelle que nous avons quand même un service de police municipale avec plus de 20 agents qui sont dédiés à la sécurité des Nocéens. Donc c'est une chose qui est un investissement considérable. Quand on partait d'un service de police municipale qui n'existait même pas, je pense qu'on peut plutôt le saluer au lieu de tirer dans les pattes de chacun. Voilà, j'ai répondu à vos s'il vous plaît, à vos arguments. Et j'ai entendu tout le reste. S'il vous plaît, vous n'êtes vraiment pas obligé de mal interpréter ce que je dis. Je n'ai absolument pas critiqué l'action de la police municipale que nous saluons comme vous. J'ai bien dit et c'est écrit, la police municipale est loin d'être au complet et fonctionnelle.
J'ai jamais dit qu'elle ne fonctionnait pas, qu'elle n'était pas efficace. Donc, si vous pouvez avoir moins de mépris et que vous pouvez écouter nos remarques, ça serait pas mal. Vous avez dit que vous avez acquis des voitures. Nous, on pensait que vous avez acquis peut-être moins de 10, 8. On ne les voit pas tous circuler. Les motos, je les ai pas encore vues. Peut-être que je ne tourne pas tout le temps à Neuilly-sur-Marne. C'est ça que je vous ai dit. Je n'ai pas parlé d'efficacité. S'il vous plaît, ne malinterprétez pas nos propos. C'est entendu, Monsieur Ben Saïd, mais Donc, simplement sur les polis et la brigade à moto, et je peux saluer l'efficacité de cette brigade moto, parce qu'en réalité, ça permet une intervention extrêmement rapide. Et la semaine dernière, je vous donne tous les détails, la semaine dernière, nos policiers nationaux ont attrapé des dealers qui avaient encore tous les pochons sur eux et qui n'ont pas pu les jeter par-dessus bord parce qu'ils ont été surpris par la vitesse d'intervention de la police municipale. Honnêtement, on se dote de moyens pour permettre de mettre fin au rodéo moto, pour permettre d'intervenir rapidement, pour permettre d'intervenir partout en ville. Enfin, honnêtement, le policier municipal qui part de son poste de police, il est à l'autre bout de la ville en moins de 2 minutes. C'est une action qui est remarquable. Donc après que vous disiez que les véhicules sont pas utilisés, enfin, honnêtement, je comprends pas vraiment la position. Mais en tout cas, je vous ai entendu. Madame Amouzig. Les 8 véhicules sont utilisés depuis 2 ans. Vous savez qu'ils étaient là dans le garage, stationnés. Donc là, on parle d'amortissement des véhicules. Arrêtez, Monsieur Ben Saïd, ça tourne. On n'a aucun kilométrage à 0 sur les véhicules. Donc arrêtez. Attendez, je vais pas vérifier. Et juste pour vous dire, revoyez vos sources. Hein. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit concernant la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. En fait, cette scolarisation se fait uniquement dans le quartier prioritaire. Donc, c'est pas étendu à toute la ville. Il y a que 2 écoles qui sont concernées, à savoir la maternelle Chénier et la maternelle La Fontaine. C'est tout. Merci, Madame Amouzig. Merci à toutes et à tous pour ces échanges. Nous prenons Monsieur Sournelas. J'ai décidé d'être bavard ce soir. Ça fait maintenant presque 3 ans que nous sommes élus, hein. Donc on est quasiment à mi-mandat. Et j'aimerais bien, moi, que dans ce conseil municipal, tous, vous, dits de l'opposition et nous, hein, nous soyons en état de travailler sur des politiques. On ne fait pas de la gestion, on fait de la politique. Et faire de la politique, c'est se donner les moyens, effectivement, de dégager de quoi appliquer nos orientations. Pour ça, il faut faire des investissements. Mais faire des investissements pour quelqu'un qui connaît un peu les choses et qui fait du projet, un projet, c'est pas simplement ce qu'il va coûter, c'est les effets positifs ou négatifs qu'il va avoir. Dans la situation où se trouve la ville, 8 millions de dépenses en plus, dont je rappelle essentiellement parce que le prix de l'électricité s'est aligné sur celui du gaz marginal, hein, il faut qu'on ait des investissements qui nous garantissent dans les années à venir, faudra-t-il encore le tracer et le prouver, qu'on va réduire les frais de fonctionnement de manière à nous dégager des marges justement sur le fonctionnement. Et c'est bien ça notre orientation politique. Et nous mettons en œuvre les grandes idées sur lesquelles on a été élu sur un certain nombre de domaines, avec des difficultés budgétaires qui sont là. Mais c'est ça, faire de la politique, c'est pas faire de la gestion. Et la polémique, elle ne se situe pas sur il y a des bagnoles, il n'y a pas des bagnoles, etc. Elle se situe, est-ce qu'on dégage des marges, est-ce qu'on a un sens de la responsabilité, parce que c'est ça, faire de la politique. C'est pas dégager en l'air des idées, c'est pas simplement avoir une politique démagogique sur on va faire des tas de trucs, c'est construire les moyens d'avoir la capacité à prendre des décisions. Et je crois que c'est l'orientation que nous adoptons, enfin je ne crois pas, j'en suis sûr, je fais partie de cette majorité, je vois comment elle travaille, comment ceux qui travaillent dans la ville le font. Maintenant, il va falloir le prouver, et nous allons le prouver. Donc prenons un peu de hauteur, et je le dis pour les élus, mais je le dis pour les citoyens qui nous écouteraient, faire de la politique, c'est pas simplement faire de la gestion, c'est prévoir l'avenir. D'autres avant nous ne l'ont pas bien prévu. Merci pour ce message sage, Monsieur Sournelas. Donc ce sage message. Merci Madame la première adjointe. Donc on acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire et je vous en remercie. Ah, il y a un vote, mais non. On délibère sur le fait qu'on a pris acte. Ah,
on acte de la transmission du rapport, donc c'est acté, et on délibère sur les orientations présentées. Très bien. On délibère favorablement aux orientations présentées. On vote favorablement. Faut changer de temps en temps. Contre. Très bien. Et abstention. Non. Non, je pensais que vous étiez plus habitué, plus alerte au changement. Madame Amozic, le point numéro 15, la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale et l'avenant bonus CTG. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Alors, en fait, CTG veut dire convention territoriale globale, tout simplement. Par délibération du 1er décembre 2022, effectivement, lors du dernier conseil municipal, avant la fin de l'année, le conseil municipal avait autorisé la signature d'une convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. Pour rappel, il s'agit d'une démarche stratégique, partenariale, et qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. Lors de ce conseil municipal du 1er décembre, donc des avenants bonus CTG, c'est-à-dire convention territoriale globale, ont ainsi été validés et signés pour les établissements d'accueil des jeunes enfants et aussi pour le relais petite enfance, également autorisé lors de ce conseil municipal. Aujourd'hui, il nous est donc proposé d'autoriser la signature d'avenants bonus CTG pour les accueils de loisirs sans hébergement, périscolaires et extrascolaires et pour les séjours de vacances. Le calcul du bonus qui s'opère est détaillé dans le tableau que vous avez eu donc à la suite. Il nous appartient donc d'approuver les termes des avenants instituant le bonus CTG pour les accueils de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire et pour les séjours de vacances et d'autoriser donc Monsieur le maire ou son représentant à les signer. Nous sommes donc invités à délibérer. Merci beaucoup Madame la Première Adjointe. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Et le point numéro 16, donc c'est le rapport sur les décisions prises en application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Pas de questions, d'observations? Non, nous prenons acte. Je vous en remercie et nous avons terminé avec ce conseil municipal de rentrée. Merci à toutes et à tous et très bonne fin de journée. J'espère que la journée n'aura pas été trop difficile pour toutes et tous. Mairie de Nice-sur-Marne, bonjour. Bye.